Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur cet entretien qu'on a organisé Grenoble École de Management et le Club Déméter. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'aborder cette question cruciale qui est le Covid-19 et ses impacts sur la sécurité alimentaire et l'adaptation des entreprises agroalimentaires. Alors, on va essayer de discuter collectivement ce matin avec plusieurs individus, plusieurs invités sur l'illustration des conséquences de cette crise sanitaire et de la géopolitique sur la stratégie des entreprises à partir du cas des entreprises agricoles et agroalimentaires en France. Avant de commencer cette discussion à plusieurs, je vais laisser la parole à Jean-François Fiorina, le directeur général adjoint de Grenoble École de Management, peut-être pour qu'il nous rappelle, précise un petit peu pourquoi est-ce qu'une école de commerce comme GEM entretient des relations avec le Club Déméter, qui est, je le rappelle, un écosystème d'entreprises qui rassemble plus de 65 entreprises du secteur agricole et agroalimentaire qui sont impliquées en France, en Europe et à l'international sur les questions alimentaires, agricoles, dans lesquelles on réfléchit collectivement à se projeter à 5, 10, 15, 20 ans sur les grands enjeux, les grandes équations agricoles et agroalimentaires. Merci Mathieu, bonjour à tous. Alors, nous avons rejoint le Club Déméter pour trois raisons. La première, c'est que Grenoble École de Management est une école jeune, bien évidemment dynamique et très internationale. Alors, quand je dis très internationale, nous avons 8000 étudiants, dont 40% d'étudiants étrangers dans le monde entier, avec des campus. Et la logique de la collaboration avec Déméter repose sur 3 points. Le premier, l'ADN de GEM, c'est le management technologique, l'innovation, l'entrepreneuriat et la géopolitique. Et nous avons besoin d'avoir un lieu d'échange avec à la fois des chercheurs, des entreprises, d'autres écoles, puisque nous avons une offre de double diplôme. Et donc, il y a besoin donc de cet échange parce que ça nous permet de développer notre ADN, nos thèmes de recherche, et donc comment Déméter le permet sans aucun problème. Ensuite, la deuxième raison, c'est notre ambition pour nous, Grenoble École de Management, et de ne pas être une business school, mais d'être une school for business for society, en disant nous devons montrer que nous avons un rôle. On ne forme pas uniquement des étudiants qui ont un intérêt purement financier ou qui s'intéressent uniquement au compte de résultats. Donc, on doit montrer qu'on participe à des débats de société, on contribue à différentes communautés. Et l'alimentation, l'agroalimentaire au sens large du terme sont bien évidemment des préoccupations importantes. Et donc là, encore une fois, on peut l'avoir par le biais de Déméter. Et puis le dernier point, qui est un peu la synthèse des deux premiers, j'ai souvent écrit que la business school du futur serait la business school qui développerait différents business models et qui participerait, contribuerait, créerait différents écosystèmes. Vous l'avez fort bien dit, Mathieu, dans votre introduction, Déméter est un écosystème et donc on est vraiment dans cette logique, c'est apprendre les uns des autres, avoir de l'information, échanger. Le monde dans lequel nous sommes est compliqué, alors il l'était déjà avant, il le sera encore plus après, et donc il y a véritablement besoin d'être capable d'échanger, de comprendre, d'avoir des informations. Et puis pour nous, sur ce dialogue et cette discussion aujourd'hui, elle est encore plus importante parce que il va y avoir des changements importants dans les entreprises. Et ces changements importants, il faut qu'on soit au courant parce qu'elles vont avoir un impact sur nos contenus des cours, sur nos maquettes, sur la façon dont on va préparer nos étudiants. L'échange également va être très important parce que l'alimentation a fait l'objet de nombreux débats, publications, notamment par le biais de Sébastien. Je crois également qu'il y aura peut-être d'autres modes de consommation qui auront un impact sur la vie des entreprises, sur le marketing et autres. Et donc, encore une fois, il est important de savoir comment ça se passe un petit peu en amont. Et puis, pour les entreprises, de voir en quoi une école de management peut les aider à gérer cette période d'après qui encore une fois, doit être le point de départ d'un grand nombre de transformations et de capitalisation et donc pour lequel il y aura besoin de collaboration beaucoup plus aiguë.
Merci Jean-François Furina pour ces quelques mots. Alors, je retiens effectivement ce terme important qui est l'anticipation. Finalement, c'est ce que nous, on cherche à Déméter et au contact des étudiants de GEM et des 17 autres écoles françaises et internationales avec qui on a loué un partenariat autour de ces relations très riches. Alors, effectivement, l'épisode de Covid-19 est un petit peu un accélérateur de ces anticipations. On va en discuter avec les invités ce matin. Peut-être juste rappeler aux étudiantes et aux étudiants qui nous écoutent ce matin que le partenariat qui nous lie aujourd'hui, Club Déméter, Club d'entreprise et Grenoble École de Management, se matérialise avec un prix, le prix Déméter, qu'on remet chaque année à des lauréats, à 2 lauréats, individuels ou collectifs. Donc on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans le cours de cet échange, ou en tout cas on est à la disposition des étudiants pour leur expliquer quels sont les termes de ce prix qu'on remet chaque année au Salon de l'Agriculture en février. Donc ce sera en février 2021. Alors sans attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on puisse donc aborder tous ensemble les impacts sur la sécurité alimentaire, mais aussi sur la production agricole de cet épisode, de cette crise sanitaire qui nous oblige, comme vous le disiez, Jean-François, à anticiper d'autant plus et à accélérer cette anticipation dans les mondes d'après. Alors peut-être avant de commencer, je vais juste vous présenter rapidement nos différents invités ce matin. Donc Christophe Buren, qui est agriculteur et président du groupe coopératif Vivessia, prendra la parole aux côtés de Jean-François Isambert, qui est lui aussi agriculteur. Et ça nous semblait important de porter aussi cette voix du monde agricole. Je précise que Jean-François Isambert est aussi vice-président du fonds d'investissement Unigrain et président de l'ONG FERT, que vous pourrez peut-être présenter au cours des différents échanges. Et enfin, Sébastien Abyss, qui est directeur du Club Déméter et aussi chercheur associé à l'IRIS que j'aime connaît bien puisque vous entretenez des partenariats avec cette école. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Jean-François Isambert, peut-être pour qu'il nous rappelle pourquoi est-ce que c'est stratégique finalement, pourquoi est-ce que à Déméter comme à GEM on réfléchit de manière stratégique au rôle des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires aujourd'hui dans le monde. Pourquoi est-ce que c'est stratégique de regarder au-delà de notre assiette, quels sont les grands défis aujourd'hui qui se posent à l'agriculture et à l'alimentation? Alors, je vais peut-être commencer par rappeler quelques évidences. Finalement, demain comme hier, comme de nos jours, on aura besoin de se nourrir. Et puis, on va être de plus en plus nombreux, plus exigeants. Alors, et sans doute moins conscients que la première des sécurités repose finalement sur l'alimentation. Et il n'y aura pas d'alimentation sans agriculture et pas d'agriculture sans paysans organisés et solidaires. Ça, c'est important à rappeler. Et donc, quand on est agriculteur, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans le monde et constater que les équilibres alimentaires, finalement, sont fragiles. Quand on se projette dans l'avenir, à l'horizon 2050, qu'est-ce qu'on constate? C'est d'abord que la population mondiale va passer de 7,5 milliards à 10 milliards d'habitants. C'est 230 000 personnes en plus tous les jours sur cette planète. On constate aussi que les 2 tiers de cette population vivront demain dans des zones urbaines. Et qu'autour, et que finalement la moitié de la population mondiale habitera sur l'Asie et 1/4 sur l'Afrique. À côté de ça, on a aussi une évolution des classes moyennes qui est importante. On était environ en classe moyenne 1,8 milliard en l'an 2000, 3,6 milliards aujourd'hui et 5 millions à l'horizon 2030. Et l'émergence de cette classe moyenne va se traduire aussi par des changements de mode de vie, une consommation alimentaire en hausse et par une exigence de meilleure qualité des aliments. Et alors, compte tenu de l'urbanisation, du réchauffement climatique, des problèmes de pollution, par exemple, l'extension des surfaces agricoles cultivables, d'après la FAO, devrait se limiter à 4%. 4% pour nourrir 2,5 milliards d'individus en plus. Ça veut dire qu'il va falloir essayer de produire plus et beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui dans les prochaines années, qu'on soit au nord, qu'on soit au sud, qu'on soit à l'est ou à l'ouest. Mais, je veux dire, produire plus et produire mieux, ça ne veut pas dire qu'on le fera comme on fait aujourd'hui. C'est une agriculture qui est à inventer sur les 30 prochaines années. Pour vous donner l'état d'esprit du monde agricole aujourd'hui, de la même façon que le président de la République a annoncé qu'en 2040,
nous n'aurions plus en France de moteur à explosion. C'est une façon de dire qu'on oriente dès à présent la recherche dans une voie donnée, mais ça veut dire que sur les 20 prochaines années, on n'abandonne pas non plus le moteur à explosion et que les voitures vont continuer à sortir. Alors, je crois que l'agriculture est confrontée au même sujet. C'est l'agriculture qui reste à inventer et on a besoin d'innovation, de science pour ça, et c'est important. Alors, à côté de nous aussi, on a des puissances qui ont aussi une vision du monde. C'est important de le rappeler. Ils ont parfaitement compris ce qui se passait, puisque bien souvent, les bassins de production seront assez éloignés des bassins de consommation. Prenez un pays comme la Chine, par exemple, plus d'1 milliard d'habitants et une incapacité sur son territoire finalement assez limitée à nourrir sa population et la nécessité pour eux d'aller chercher une partie de leur alimentation sur d'autres continents, notamment avec la création des routes de la soie, avec aussi en Afrique, à partir de Djibouti, la création d'une route, une porte d'entrée sur l'Afrique, avec aussi sur l'Amérique latine leur participation à la construction d'autoroutes, de voies ferrées, et c'est important. Mais en même temps, je veux dire, nous, on a la chance, finalement, de vivre dans l'Union européenne, et je pense que c'est une chance qu'il faut avoir à l'esprit, parce que l'Union européenne, c'est un marché unique, c'est un cas unique d'expérience politique et humaine transnationale. C'est aussi, il faut le rappeler, une liberté de circulation, une liberté d'entreprendre. C'est 70 ans de paix. C'est aussi l'euro. Et dans cet espace, dans cette Union européenne, finalement, on a la chance d'avoir des sols, des climats, des technicités qui nous permettent de produire. Et je pense que c'est important de continuer à le faire, qu'au cours des 30 prochaines années, on va avoir besoin de répondre à plusieurs défis. Défis alimentaires, défis énergétiques, défis climatiques et défis environnementaux. Et il me semble que l'agriculture est la seule activité qui puisse répondre à l'ensemble de ces enjeux en même temps. Et donc, voilà, pour moi, c'est essentiel de pouvoir y participer. Et en même temps, c'est aussi une façon de contribuer, me semble-t-il, à la paix dans le monde. Voilà ce que je pouvais dire brièvement. Merci Jean-François Isambard d'avoir rappelé un petit peu quelles étaient ces grandes équations et pourquoi est-ce que finalement l'agriculture avait aussi son rôle à jouer face aux défis de la durabilité économique, sociale et environnementale. Et je crois que l'épisode sanitaire nous rappelle aussi l'urgence de penser ce monde d'après. Avant d'y parvenir, je vais donner la parole maintenant à Christophe Buren, qui est lui aussi agriculteur et président du groupe coopératif Vivescia, peut-être pour nous rappeler et nous dire un petit peu comment est-ce qu'on lit cette équation stratégique quand on est à la fois agriculteur, mais aussi à la tête d'un groupe coopératif comme Vivescia, quand on est la France aussi, une première puissance agricole européenne, exportatrice de nombreuses denrées alimentées et qui répond donc aux exigences de ces consommateurs. Donc, Christophe Buren, peut-être vous pouvez revenir à partir de l'expérience d'un agriculteur, mais aussi d'un président d'un groupe coopératif qui produit, je crois, et vous le rappellerez, aujourd'hui un produit de luxe qui est la farine. Comment est-ce qu'on s'est adapté à cette crise du Covid et comment est-ce qu'on pense ces grandes équations agricoles et alimentaires? Oui, merci Mathieu. Écoutez, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Déjà, dire que pour répondre précisément à la question de départ, notre groupe, une coopérative telle que nôtre, elle est entre la demande exprimée par Jean-François, cette demande très géostratégique, et puis l'agriculteur, puisque nous sommes juste la première étape après l'agriculteur. Mais en quelques mots, rappeler ce qu'est Vivescia, je pense que c'est quand même important pour vos étudiants de le reconfigurer un peu. Vivescia, c'est, si j'utilisais les termes d'aujourd'hui, ce sont des agriculteurs qui, à la fin des années 20, ont décidé de disrupter le marché. Ce qu'ils ont dit, ils ont décidé de faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, on va se regrouper pour acheter ensemble et puis vendre ensemble. Et ils ont créé ce qu'on appellerait aujourd'hui une start-up. Bon, à l'époque, ça s'appelait une coopérative et c'est encore une coopérative. Et ils se sont développés ainsi. Aujourd'hui, nous sommes 11 000 agriculteurs, donc partis des quelques-uns dans quelques villages de la Marne. 11 000 agriculteurs aujourd'hui qui se sont regroupés, toujours pour acheter ensemble et vendre ensemble. Mais au-delà de ça,
parce que nous avons considéré, et c'était dans les années 60, ou en tout cas nos prédécesseurs, mes prédécesseurs ont considéré que on ne pouvait pas juste faire de l'achat-vente comme ça, il fallait aller capter de la valeur ajoutée, il fallait s'intéresser aux filières en tant que telles. Eh bien, dès les années 60, ce groupe a décidé d'investir dans des usines de grande meilleure transformation, la meunerie d'un côté, on va y revenir, vous avez évoqué le sujet de la farine, et puis également le malt. Alors je dois également évoquer le maïs avec des maïseries, mais également la recherche sur l'alimentation animale. Voilà ce qui a été fait. Si on regarde maintenant pratiquement une centaine d'années après la création, eh bien, quand vous, les étudiants, vous consommez avec vos amis, évidemment, une dizaine de bières, sachez qu'une bière sur 10 eh bien, provient de nos malteries, puisque le malt, c'est l'ingrédient essentiel pour la bière. Et c'est la même chose lorsque vous consommez des croissants ou des viennoiseries en Europe. Hein, une bière sur 10, c'était dans le monde. Et quand vous êtes en Europe, un croissant sur 10 ou une viennoiserie sur 10 provient de nos usines. Voilà ce que notre groupe et les agriculteurs qui détiennent ce groupe ont réussi à faire au fil du temps. C'est important. Sachez d'ailleurs que, comme vous êtes situé à Grenoble, nous avons l'une de nos usines phares de viennoiserie qui se situe à Romans-sur-Isère. Voilà ce que nous avons fait donc, au cours de toutes ces années. Maintenant, première réaction, vous me posez la question, la réaction sur le Covid, le confinement, etc. D'abord, une réaction de sécurité, de mise en sécurité de nos collaborateurs, tel que vous avez pu le faire également dans votre école, et je pense que c'est important. Et là aussi, nous avons constaté en fait une réaction extraordinaire. En 48 heures, l'ensemble de nos collaborateurs qui étaient dans les sièges sociaux se sont retrouvés en télétravail et ça fonctionnait. Des choses que l'on n'imaginait pas réalisables d'ici à 2 ans, c'est-à-dire ce télétravail organisé en masse, etc. Et bien là, d'un seul coup, en fait, on n'avait pas le choix. En 48 heures, les collaborateurs sont organisés et ça a fonctionné. Et puis, il y a eu également une superbe adaptation dans l'ensemble des usines, c'est-à-dire que les collaborateurs ont trouvé des solutions pour que, justement, on respecte la distanciation sociale et qu'on puisse faire tourner ces usines qui étaient donc encore, et qui le sont encore, qui sont dans un secteur prioritaire qui est le secteur de l'alimentation. Et puis, je ne serais pas complet si je ne disais pas que grâce à notre centre de recherche, qui a également un certain nombre de capacités à transformer et à produire des solutions hydroalcooliques, eh bien, nous serons, à la fin juin, nous aurons produit grosso modo 360 000 litres de solutions hydroalcooliques que nous avons bien évidemment dans un premier temps mis à disposition de nos collaborateurs, mais tout de suite après, mis à disposition des services de santé et des pompiers, etc., qui d'ailleurs nous ont envoyé des lettres de remerciement assez sympathiques. Voilà. Maintenant, si on revient à la question sur le confinement, l'arrêt de cette économie, comme Jean-François Isambert tout à l'heure a pu vous le dire, eh bien, tout le monde, d'un seul coup, a repensé aux besoins fondamentaux. Oui, le besoin fondamental, le premier besoin que nous avons tous dans la vie, c'est de nous nourrir. Et d'ailleurs, c'était assez surprenant de voir que les consommateurs se sont transformés un peu en hamsters, en écureuils, je ne sais pas quel est le bon terme qu'il faut utiliser, parce qu'ils ont commencé à surstocker, ils ont eu peur de manquer demain. Donc, et en l'occurrence, ils ont surstocké de la farine. Alors, un mot sur la farine. Oui, effectivement, nous avons vendu beaucoup plus de farine. Nous avons étendu nos plages de travail dans nos fameuses usines ou dans nos fameux moulins, mais nos capacités d'ensachage n'ont jamais été en capacité de suivre la demande. 2 raisons à cela. La première, c'est que les années passées, eh bien, la grande distribution achetait également de la farine à l'extérieur de la France, c'est-à-dire en Italie et en France. Soit dit en passant, ça sous-entend que le consommateur souhaitait également acheter de la farine en provenance d'Allemagne ou d'Italie, peut-être pour des raisons de prix. Et que donc, si d'un côté, vous avez des exportateurs italiens ou allemands qui restreignent leurs exportations parce qu'eux-mêmes ont besoin de la farine en interne, et que de l'autre côté, vous avez un consommateur qui augmente fortement sa consommation, eh bien, vous vous retrouvez avec des manques dans les rayons, alors qu'au final, nos capacités d'écrasement, les capacités d'écrasement de nos moulins n'ont jamais été dépassées, puisque la farine en sachet ne représente que 5% de la consommation de farine en France. Vous imaginez, 5% de la consommation de farine en France, et pourtant on a été débordé parce qu'on n'a pas été capable de mettre en sachet suffisamment rapidement. En tout cas, c'est surtout parce que la demande a explosé. Alors,
bonne réactivité sur la farine en sachet, augmentation de la production, on est passé à 6 jours sur 7, on a augmenté fortement les plages horaires de travail. Bonne réaction. Maintenant, la farine, je vous l'ai dit, c'est juste, la farine en sachet, c'est juste 5% de la consommation de la farine. Le reste de la farine part, par exemple, dans les boulangeries artisanales que vous avez l'habitude de fréquenter lorsqu'il n'y a pas de confinement. Sauf que là, avec le confinement, il y a restriction de déplacement, les boulangers ont vendu beaucoup moins de pain. Et donc, s'ils vendent moins de pain, ils achètent également moins de farine. Nous avons constaté 40% en fait, de chute de vente dans ces boulangeries artisanales. Imaginez également la situation de trésorerie de ces différents magasins. Et puis, troisième débouché de la farine en France, c'est un débouché industriel qui, lui, a faiblement chuté parce que la consommation industrielle a continué à tirer le marché et nous avons constaté une chute uniquement de 15%. Donc, vous voyez, d'un côté, une augmentation forte de production de farine en sachet, de l'autre, eh bien, il a fallu diminuer un certain nombre de capacités parce que, tout simplement, la boulangerie artisanale et un tout petit peu l'industrie consommaient moins. Un petit flash peut-être également sur le malt que j'évoquais tout à l'heure. Il faut savoir que la bière, eh bien, vous la consommez chez vous, mais vous la consommez également à l'extérieur, dans les cafés, hôtels, restaurants, les bars, dans les événements sportifs ou les concerts, etc. Et surtout que nous arrivons là avec avril, mai, juin, dans les moments où on a envie de consommer une bonne bière entre amis. Eh bien, si nous avons constaté que la bière consommée à la maison, eh bien, cette consommation a légèrement augmenté, environ 15%. Il faut savoir que cette bière consommée à la maison finalement ne constitue que 50% de la consommation dans le monde de bière. Ce qui sous-entend que, eh bien, comme le reste de la bière n'était plus consommé puisque vous n'aviez plus la possibilité, nous n'avions plus la possibilité d'aller en consommer à l'extérieur, eh bien, le reste de la consommation de bière a disparu. Il a donc fallu arrêter assez rapidement une malterie au travers le monde. Aujourd'hui, nous avons 22 malteries réparties dans plus d'une dizaine de pays. Eh bien, il a fallu adapter assez en fonction en fait, de la demande, dès que nos stocks étaient remplis, parce que les brasseurs n'avaient plus besoin de malt, parce qu'eux-mêmes ont dû arrêter leur brasserie. Eh bien, nous avons dû arrêter nos capacités. Donc, impossible là de réagir. Enfin, troisième métier, et c'est intéressant parce que vous voyez que dans chaque métier, en fait, vous avez des réactions différentes. Troisième métier fort chez nous, qui est le métier de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie surgelée. Donc des usines dans lesquelles nous fabriquons, nous prenons de la farine issue de nos agriculteurs, transformée dans nos moulins, et avec cette farine, nous fabriquons de la viennoiserie ou du pain surgelé. Et bien là, également, nous avons dû nous adapter en fait à la consommation. Pourquoi? D'une part, je vous l'ai dit, les cafés, hôtels, restaurants ont arrêté d'acheter de la viennoiserie puisqu'ils étaient fermés. D'un autre côté, la GMS, elle, a continué de vendre. Par contre, le consommateur, se rendant moins souvent dans ces magasins, eh bien, le consommateur a essayé plutôt d'acheter des produits de longue conservation. Donc, il s'est rabattu sur certains produits plus que d'autres. Ce qui, dans nos usines, a entraîné des adaptations. Nous avons ce qu'on appelle des runs. Nous avons plutôt orienté les chaînes de production vers des grandes séries et restreint également en fait, la multiplicité des petites références. Donc, belle adaptation en fait, de l'ensemble de nos équipes, mais il faut toujours le rappeler, c'est une adaptation en fonction de la demande. Et peut-être un petit message là-dessus. On entend toujours, vous savez, ce grand et beau slogan d'ailleurs de la fourche à la fourchette. Je pense que nous sommes passés depuis quelques années maintenant d'un message qui était celui de la fourche à la fourchette à un message qui est bien plus important et que vous devez entendre vous en tant qu'étudiant, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un monde où c'est de la fourchette à la fourche, c'est-à-dire c'est bien le consommateur qui décide. Voilà ce que je pouvais peut-être dire dans un premier temps, Mathieu, pour rappeler un peu les adaptations à l'instant T à la crise du Covid.
Merci Christophe Buren pour ces éléments-là. Je retiens vraiment ce mot-clé et je pense que Jean-François Fiorina pourra revenir plus tard dans la discussion sur ce mot-clé qui est l'adaptabilité et la réactivité des entreprises françaises face à la crise du Covid et aux questions que ça peut aussi poser en termes de compétences et de stratégie de management. L'exemple de la coopérative Vivessia nous rappelle, et ce que vous avez détaillé, Christophe Buren, nous rappelle aussi que le système alimentaire français finalement a bien fonctionné, ce système alimentaire qui est reconnu aussi pour sa grande durabilité, a bien fonctionné face à l'épisode de la crise, et ça c'est important de le rappeler. Et finalement, vous montrez aussi à partir de ces différents métiers, eh bien toute la réaction en chaîne, tout ce que doit gérer aussi un manager et une équipe autour de l'adaptation pour les collègues, bien entendu pour les collaborateurs et les collaboratrices, mais aussi la manière dont on peut s'adapter au changement du marché et de la demande. Ça fait une excellente transition pour que je donne la parole ensuite à Sébastien Abyss, qui est directeur du Club Demeter et chercheur associé à l'IRIS, notamment avec cet exemple de comportement, disons, hors norme des consommateurs dans le surstockage de la farine. Sébastien Abyss, peut-être on peut revenir avec vous sur ces attentes des consommateurs qui évoluent sans cesse et qui ont été aussi peut-être accélérées par le Covid-19. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces comportements des consommateurs et qu'est-ce que ça nous donne à lire pour le secteur agricole et agroalimentaire? Merci Mathieu, bonjour à tous. Je crois que ce qui est très important dans ce qui vient déjà d'être dit, c'est que on a d'un côté une très forte volatilité dans la demande alimentaire. On a une demande alimentaire qui est croissante et une demande qui est de plus en quantité, en qualité. Et nous avons cette volatilité de la part des consommateurs qui est une volatilité de prix. Et ce qui fait que du côté de la demande, finalement, on voit que entre la volatilité et la diversité des consommateurs, des prix, des pouvoirs d'achat, nous avons en miroir des mondes agricoles en France, en Europe, partout dans le monde, qui doivent s'adapter, continuer et faire l'innovation. Le grand défi mondial d'hier, d'aujourd'hui et de demain restera de pouvoir proposer une alimentation pour tous, en quantité, en qualité, diversité, grâce à la mobilisation de toutes les agricultures. Jean-François Isambert l'a parfaitement dit, le défi est colossal. Le monde agricole est habitué depuis le début de l'humanité à répondre à ce défi colossal. Christophe Buren l'a bien expliqué dans la réponse tant productive agricole que agro-industrielle. Il faut être en capacité de tenir le rythme sur un temps long, alors que précisément, nous avons une société qui est de plus en plus ancrée sur un temps court. Et je crois que c'est important de rappeler que le monde agricole a besoin de temps long pour s'adapter, pour innover, et en même temps doit toujours réagir en fonction de cette demande de temps beaucoup plus court, beaucoup plus volatile de la part des consommateurs. Je dis cela parce qu'en miroir, nous avons à comprendre qu'aujourd'hui, la consommation mondiale est la combinaison de circuits courts et de circuits longs. Ça n'a jamais été autre chose que cela. Nous avons toujours eu des produits consommés qui venaient de proximité et des produits qui venaient de plus loin. Les échanges commerciaux dans l'histoire ont d'abord été nourris par les produits agricoles et alimentaires. C'est une réalité mondiale aujourd'hui. Le consommateur, il est exigeant sur ce qu'il veut. Il veut plus de quantité, plus de sûreté, il veut tout ça plus rapidement. Il veut des produits qui soient bons pour sa santé, celle de sa famille, celle de la planète. Et on voit toutes les attentes de la nouvelle génération mondiale et des millénioles autour d'une consommation alimentaire qui soit responsable par rapport aux enjeux environnementaux et climatiques. Et en même temps, le consommateur, il veut consommer le monde. Il veut consommer le monde parce qu'on a une curiosité, on a le goût des autres, on a envie de découvrir, on a envie d'être libre dans sa consommation, dans son assiette ou dans ses verres. Et finalement, on peut avoir des comportements à table
qui soit la combinaison de circuits courts et de circuits longs et de différentes productions. Moi, j'ai toujours dit que le consommateur moyen mondial, il pouvait manger local le midi et global le soir, il peut manger bio un jour et manger le monde le lendemain, et tout ça n'est pas forcément en contradiction parce que, précisément, la consommation, elle est plurielle. C'est très important de remettre tout ça en perspective parce qu'à l'échelle mondiale aujourd'hui, dans ce qui est produit en nourriture, on sait qu'il y a deux problématiques. Il y a la problématique que les besoins augmentent beaucoup plus dans les régions qui ne sont pas les plus productives. Donc en gros, on ne manque pas de nourriture sur la planète, mais elle ne se trouve pas dans les endroits de manière équitable et avec les vitesses de consommation en croissance équivalentes. Donc il faut pouvoir déplacer de plus en plus la nourriture entre les régions, les pays et les espaces. Cette réalité géopolitique est à mettre en écho d'une réalité de consommation qui est un consommateur moyen mondial qui veut consommer parfois des produits venant d'à côté de chez lui et en même temps des produits venant du reste du monde. En France, on s'est pris d'habitude de trouver des mangues, par exemple, tout au long de l'année, quelles que soient les saisons, alors que ce n'est pas un fruit qui est classique dans l'offre alimentaire de départ en France et en Europe. Mais je rappelle, et ça a été dit dans le cas des petits déjeuners, quand vous consommez votre café, votre chocolat du matin ou votre thé, ben vous êtes sur des circuits longs quand vous êtes en France, mais si vous êtes en Afrique, vous êtes sur un circuit court sur ces produits, alors que vos céréales seront sur un circuit long et votre croissant consommé, lui, viendra de distances beaucoup plus longues. Je crois que c'est important d'insister sur tout ça parce que sur ce qui est produit comme alimentation aujourd'hui sur la planète, 90% reste à domicile. Seuls 10% de la production alimentaire mondiale se retrouve sur les marchés internationaux. Par contre, il y a des différences selon des produits. Si vous prenez le cacao pour le chocolat, c'est 95% de la production qui est internationalisée. Mais si vous prenez globalement la production mondiale, l'essentiel reste à domicile. Et donc, il faut avoir en tête cette perspective-là parce qu'il y a deux résultats stratégiques. C'est que pour les États comme pour les entreprises, qu'elles soient agricoles ou les entreprises qui misent sur l'avenir et sur les sujets les plus importants du monde. Travailler sur les questions agricoles et alimentaires est absolument indispensable. C'est un sujet atemporel, universel, qui traverse les saisons, qui n'est pas un effet de mode. Donc c'est important pour les États d'avoir une agriculture forte à domicile. C'est important pour des entreprises d'être capables de préparer le futur autour de ces sujets, de répondre à des attentes d'innovation dans les assiettes. Mais c'est très important aussi que les consommateurs que nous sommes soyons cohérents vis-à-vis de notre sécurité quotidienne. Il y a deux choses qui nous préoccupent et que la crise du Covid montre bien, c'est notre santé et notre sécurité alimentaire. Ce sont les deux piliers de notre propre souveraineté. Notre propre souveraineté, c'est notre capacité à maîtriser ce qui se passe sur ce qui est essentiel dans notre vie. Ce qui est vrai à l'échelle d'un individu est vrai à l'échelle d'un État. Santé et alimentation sont un binôme stratégique de longue date et qui s'amplifie de plus en plus avec un monde interdépendant et qui se complexifie. Je crois que cette crise nous rappelle l'essentiel et l'importance. L'importance, c'est de se souvenir que l'agriculture et l'alimentation sont indispensables à la vie de chacun. Et c'est vrai que ces dernières années, ces évidences, à force de l'être, ont parfois eu tendance à ne plus se voir. Je crois qu'il faut parfois rappeler des évidences, avoir du bon sens et se souvenir que quand on passe à table, il y a toujours un agriculteur ou un pêcheur au fond de son assiette et qui nous apporte notre sécurité au quotidien. Merci Sébastien pour ces propos et je vois que on finit par la question de la pêche qui est souvent une question qui a été un peu mise de côté alors que c'est un secteur qui est particulièrement impacté aujourd'hui avec la crise du Covid-19 et le confinement. Aujourd'hui, finalement, on mange plus souvent du poisson et des produits de la mer ou de la pêche hors du domicile. Et donc là, c'est un secteur qui a été grandement impacté par ce confinement et par cette crise du Covid. Globalement, le secteur agricole et agroalimentaire est très impacté par les changements de consommation qui ont été rappelés par Sébastien Abyss, en sachant que les attentes en matière de santé, de nutrition, d'environnement, mais aussi de plaisir, l'alimentation reste un plaisir, sont nombreuses. Donc de nouveaux débouchés, de nouvelles pratiques de consommation. Et comme cela a été rappelé, l'importance de cette interdépendance à la fois à différentes échelles, au niveau local, au niveau régional, national et international. D'aucuns dépendent aussi de la production des autres pour leur survie. Donc comme Christophe Buren a rappelé un petit peu ce changement de perspective
de la fourchette jusqu'à la fourche. J'aimerais qu'on aille justement vers cette fourche et cette parcelle, peut-être pour donner la parole à Jean-François Isambert, et pour rappeler aussi comment est-ce que les agriculteurs et les agricultrices en France, en Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde que Jean-François, vous connaissez bien, notamment en Afrique, comment est-ce qu'on s'est adapté, comment on s'adapte à cette crise du Covid, en sachant que les enjeux sont encore plus prégnants hors de nos frontières, notamment en Afrique et en Afrique subsaharienne, tant les agriculteurs et les agricultrices sont dépendants de leur activité pour produire et aussi pour se nourrir, et de le faire dans des bonnes conditions, dans des conditions de sécurité, dans lesquelles le business, hein, on peut employer ce mot-là, est sécurisé pour bien pouvoir produire. Merci Mathieu, vaste question. Là aussi, je vais peut-être commencer par rappeler quelques évidences pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'au cours des 30 prochaines années, la population européenne, d'abord, devrait se maintenir autour de 500 millions d'habitants, avec grosso modo une perte de 10% dans la classe d'âge 18-65 ans. Alors que dans le même temps, la population en Afrique devrait passer d'1,1 milliard à 2,5 milliards d'habitants. Et ça veut dire que là, on est dans un contexte où finalement les disparités démographiques, foncières, climatiques et géopolitiques sont de plus en plus fortes. Dans un contexte où les migrations vont s'amplifier, eh ben, on ne peut pas se désintéresser du développement de l'agriculture dans des pays comme l'Afrique. Alors pourquoi faire? Ben, je crois que, et ça c'est aussi mon expérience à travers une organisation, une agréagence, qui vient aider les paysans dans des pays les plus pauvres du monde, notamment en Afrique. Finalement, pourquoi est-ce qu'on intervient? Et on est là, nous, pour essayer d'aider des paysans à s'organiser. Pourquoi? Pour leur permettre de choisir l'agriculture qu'ils veulent faire, à la façon dont ils veulent la faire. J'explique toujours qu'on n'a pas de modèle, parce que le modèle renvoie à une notion d'uniformité et que finalement, partout dans le monde, tous les agriculteurs sont différents. Ils ont des sols, des climats qui diffèrent, ils ont des goûts aussi différents. Certains vont vouloir faire de l'élevage, d'autres de l'horticulture, du maraîchage, peut-être des céréales. Certains vont travailler en agroécologie, en agroforesterie, en bio, d'autres de façon plus conventionnelle. J'ai envie de dire que tout ça va générer une mosaïque d'agriculture et d'agriculteurs très différents. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de modèle que finalement on n'a pas de valeurs. Et je pense qu'il y a quelques valeurs qui nous unissent partout dans le monde au niveau agricole. Je pense que, d'une part, on est très attaché à l'égalité entre les hommes et les femmes, d'une part, et d'autre part, à l'accès à l'éducation pour tous. Et tout ça dans le cadre d'une agriculture familiale telle qu'elle est définie par la FAO. Alors, je vais essayer de vous expliquer, mais tout à l'heure, Christophe Buren en a parlé en parlant de sa coopérative dans les années 20, mais je crois que c'est important de le rappeler. Qu'est-ce qui pousse finalement un paysan à s'organiser? Il faut comprendre qu'un paysan tout seul dans son champ, dans son élevage, c'est pas grand-chose. Mais ce paysan tout seul dans son champ, dans son élevage, s'il fait venir 3-4 paysans, ça c'est intéressant. C'est la base d'un échange qui peut peut-être permettre à un paysan très pauvre d'arriver à nourrir sa famille régulièrement tout au long de l'année. Parce que ceux qui viennent vont dire « Tiens, c'est intéressant ce qu'il fait ce gars-là, j'ai peut-être 2-3 idées à prendre ». Et celui qui reçoit les autres, toujours un peu inquiet, on se demande ce que les autres vont dire et vont voir. Voilà. Et de cette rencontre, il y a une petite étincelle qui peut naître et qui peut permettre à un paysan, sans doute, de nourrir sa famille. Et si maintenant, ils sont plus 5-6 dans le champ, mais ils sont 50 ou 60 ou 100, avec un technicien, non seulement ce paysan arrivera peut-être à nourrir sa famille régulièrement tout au long de l'année, mais il pourra peut-être aussi contribuer à l'alimentation de son pays. Et les questions qui vont se poser à lui dans ce cadre-là, c'est ce que je produis en plus et qui ne sert pas à nourrir ma famille, comment j'arrive à le stocker, à le conserver, puis à le transformer. Et une fois que je l'ai transformé, il va falloir que je l'amène sur le marché local. Mais là, je vais être confronté à des clients, à des acheteurs. Ils vont me demander une qualité. Peut-être que j'aurai intérêt à m'organiser avec d'autres. Peut-être que finalement, si je faisais un groupement, si je faisais une coopérative, je vendrais mieux. Et puis derrière, je dois me fournir aussi avec des intrants pour... à ce moment-là, là aussi, ça peut être intéressant. Puis vous allez avoir sur le terrain des gens qui vont vouloir se développer plus vite que d'autres. Et vous voyez, c'est tout le problème du microcrédit.
Et quand vous ajoutez à ça la formation des techniciens et des paysans, vous voyez bien toute la chaîne qui peut exister entre un paysan et un marché. Et c'est quelque chose d'essentiel de comprendre ça, parce que c'est l'histoire du développement agricole partout dans le monde, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Afrique. Ce sont les mêmes questions qui vont se poser. Et le paysan, il a besoin de cet environnement pour pouvoir se développer. Il y a un facteur qui est important et qu'il faut comprendre. Pour qu'un paysan puisse développer son activité, il a besoin de sécurité. Et bien qu'en Europe aussi, on a une très forte sécurité, puisqu'on vit dans un espace, l'Union européenne, on a une politique agricole commune qui, d'une certaine façon, nous protège et nous permet de préparer l'avenir. Mais quand on est un paysan en Afrique, on a aussi besoin de trouver une certaine forme de sécurité. Et l'insécurité, c'est quelque chose de monstrueux. Vous avez plusieurs formes d'insécurité. La première sont les conflits, bien sûr, et qui vous chassent de vos terres. Mais il y a une autre insécurité qui est aussi extrêmement prégnante, c'est la corruption, par exemple, qui peut amener des paysans à ne plus produire. Si vous prenez, par exemple, l'exemple de paysans à Madagascar, eh ben, vous n'avez pas de conflit à Madagascar. Par contre, vous avez une corruption très forte qui, finalement, fait peur à ces paysans. Vous avez du vol. Et donc, finalement, un paysan qui, par exemple, sur une parcelle de riz, pourrait faire 4 tonnes de riz hectare, va en faire que 2. Parce que 2 tonnes, ça ne se voit pas dans le paysage. Et on ne risque pas de le voler dans son champ. Et on ne risque pas de le voler chez lui. Mais si vous vous approchez un peu plus près de ces exploitations, vous verrez que la nuit, ils vont planquer leurs buffles ou leurs zébus sous les maisons, et que bien souvent, ils élèvent des poules dans les maisons. Donc ça veut dire quoi? C'est l'insécurité, c'est un facteur déterminant. Et il faut, dans ces pays-là, si on veut que l'agriculture se développe, il faut que le régalien puisse se renforcer, et que, alors ça passe par l'éducation, ça passe par un certain nombre de choses, mais le développement ne peut se faire que s'il y a une certaine forme de sécurité. On va dire aussi souligner deux éléments qui sont importants quand on parle aussi de développement, notamment en Afrique. C'est la priorité qu'on doit avoir aussi auprès des jeunes et auprès des femmes. Il faut savoir qu'en Afrique, 7 personnes sur 10 sont âgées de moins de 25 ans. Il faut savoir aussi qu'en Afrique, sur les exploitations agricoles, les femmes jouent un rôle majeur, et qu'en même temps, elles connaissent aussi beaucoup de difficultés liées au statut, à leur statut. Si on veut accompagner le développement agricole, il y a quelques principes fondamentaux aussi à respecter. Il faut avoir à l'esprit qu'un agriculteur, ça gère un ensemble de risques. Vous avez parlé des vols, vous avez parlé des risques liés au climat. Et donc, il faut avoir à l'esprit que cet agriculteur, dans ses choix, il doit rester libre, et personne ne doit décider à sa place. En même temps, l'agriculture, c'est important à rappeler, est systémique. Ça ne sert à rien à un agriculteur d'avoir accès à du crédit s'il n'a pas en même temps accès à du conseil ou à des intrants. Le développement peut se faire qu'à partir du moment où il y a un développement systématique, simultané d'un ensemble de services et d'organisations. Et en même temps, tout ça doit s'inscrire, quand on est paysan, on doit inscrire notre développement, en France ou ailleurs, ou en Afrique, sur le temps long. La durée et la continuité sont 2 facteurs essentiels. Alors maintenant, bien évidemment, quand je replace la France, on a la chance de pouvoir produire effectivement dans le cadre de l'Union européenne, eh ben, on ne peut pas non plus se désintéresser de ce qui se passe sur le pourtour du bassin méditerranéen et en Afrique. Sur le pourtour du bassin méditerranéen, on l'a dit, enfin, vous êtes confronté à un réchauffement climatique qui est important. Et en même temps, vous avez une population qui ne cesse de croître. Vous avez par exemple un pays comme l'Égypte qui doit approcher aujourd'hui quasiment les 100 millions d'habitants, et dont la population s'accroît de 10 millions tous les ans. Et qui, aujourd'hui, subvient à la moitié des besoins de sa population avec une agriculture autour du Nil extrêmement performante. Ils sont obligés d'importer. Et il faut savoir que, notamment, le pain, la farine, c'est la nourriture de base. Si nous, on consomme à peu près 100 grammes de pain par habitant par jour, eux sont plus près de 400 grammes. Voilà, c'est un exemple. Et ça, ce que vous voyez sur l'Égypte, vous le trouvez sur la Tunisie, vous le trouvez sur le Maroc, vous le trouvez sur l'Algérie. Et donc, on doit aussi, à travers, puisqu'on a la chance de pouvoir produire, on doit aussi, dans une certaine mesure, contribuer
à accompagner ces pays pour les nourrir. Et puis vous avez d'autres cas de figure, par exemple. Si vous prenez un pays comme l'Éthiopie, aujourd'hui, si vous allez en Éthiopie, vous verrez, ça peut être un pays très vert, mais qui peut connaître des catastrophes épouvantables. Enfin, la récolte éthiopienne, cette année, est en partie détruite par l'arrivée des criquets. Mais c'est surtout 100 millions d'habitants. Et avec 80% sur ces 100 millions qui sont des paysans qui vivent à la campagne. Et dans 30 ans, ils seront 200 millions. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Quelle vision de l'agriculture? Vous imaginez bien que tout le monde ne trouvera pas un emploi en ville. Le pays, sur les 30 ans, ne va pas se développer à une vitesse si rapide que finalement, on n'aura besoin que de quelques millions d'agriculteurs. Donc voilà, il y a un véritable défi aussi dans ces pays. C'est pour ça que ça me semble important de vous parler d'organisation, parce que je pense qu'être paysan demain en Afrique comme en Europe, ça peut être une vraie opportunité, à condition, je le dis, de pouvoir s'organiser pour faire en sorte que les marchés, derrière l'organisation des paysans, il y a l'organisation des marchés, et c'est quelque chose d'important. Bien souvent, on a tendance à l'oublier. Vous verrez autour de vous, on peut organiser des conférences sur l'Afrique avec des gens aussi brillants des organisations aussi brillantes que l'Union européenne ou la FAO. On vous expliquera qu'en matière d'agroalimentaire, l'Afrique, c'est un vrai Eldorado. Et dans ces conférences, vous aurez des gens brillants qui vous expliqueront tout ça sans penser une fois qu'il n'y a pas d'agroalimentaire sans agriculture et pas d'agriculture sans paysans organisés et solidaires. Et donc, des paysans organisés et solidaires, c'est important. Et le revenu des paysans, c'est essentiel si demain vous voulez manger. Voilà, merci Jean-François d'avoir rappelé à quel point finalement, dans un contexte mondial où on nous parle beaucoup de la ville intelligente, c'est important de rappeler que la campagne et les mondes ruraux sont eux aussi des espaces d'intelligence individuelle et collective. Je retiens surtout de ce que vous avez dit finalement de cette perspective sur la complexité. Aujourd'hui, derrière notre assiette, derrière l'assiette de chacun d'entre nous, et en particulier des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien, il y a un ensemble d'acteurs, un système extrêmement complexe d'enchevêtrement de structures, d'entreprises, d'innovateurs et d'innovation, depuis le secteur de la semence jusqu'à la transformation. Et tous les maillons sont importants et sont stratégiques. Et on comprend bien aussi l'importance d'avoir derrière cet ensemble d'acteurs, de la fourchette à la parcelle jusqu'à la fourche, des politiques agricoles, des politiques alimentaires, des politiques financières aussi qui sont cohérentes pour soutenir et sécuriser les agriculteurs. Alors, cette adaptation, ce que vous avez rappelé face aux risques climatiques, naturels, environnementaux, économiques, sociaux et maintenant aussi sanitaires, comme le rappelle l'épidémie du Covid, finalement, sont très importants chez les agriculteurs. On a une grande capacité d'adaptation. Et donc là, je me retourne vers Christophe Buren, peut-être pour revenir pour le coup sur la fourche, la parcelle, mais aussi sur la transformation. Comment est-ce que depuis votre casquette d'agriculteur, mais aussi de président d'un groupe coopératif qui produit l'alimentation des Français chaque jour, comment est-ce qu'on voit cet après-demain ou ce demain après le déconfinement, après cette période d'épidémie et de pandémie? Comment est-ce qu'on voit le métier d'agriculteur et de producteur d'alimentation? Comment est-ce que ça va changer? Comment est-ce qu'on s'adapte à ces transitions qui sont forcément nécessaires? La réponse, finalement, elle vient en complément, pour moi, vraiment un complément complet avec ce que vient de nous dire Jean-François Isambert. Parce qu'il a planté le décor, en grande partie pour le continent africain. Et donc, oui, demain, la réponse de l'agriculteur, mais également des métiers de la transformation, ça va être de produire sûrement plus, on l'a entendu, produire mieux, produire en respectant plus l'environnement. Donc c'est ça les défis qui vont s'orienter en premier chez nous, en Europe, en France, et dans nos différents territoires, sur notre territoire. Produire plus, produire mieux,
produire en répondant à la demande sociétale, qui est donc un plus d'environnement, mais qui est également de faire attention au climat. Sachez aujourd'hui que quand vous faites le bilan net d'une culture, mais généralement parce que ce sont des cultures qui captent le CO2, puisque le carbone en fait des plantes provient du CO2, eh bien ce sont des cultures qui n'émettent pas si on fait un bilan global du CO2. Donc également la production est un atout pour l'environnement et le climat. Donc il va falloir répondre à tout cela. Et donc répondre en même temps à une demande qui est complètement duale. Pourquoi duale? Parce que d'un côté, Jean-François Isambert vous l'a dit, l'Afrique, elle a besoin d'alimentation, elle a besoin d'acheter des productions qu'elle n'est pas en capacité de produire, parce que l'agriculture, c'est avant tout climat, sol, plante. Avec un climat et un sol, vous pouvez mettre une plante, mais vous ne mettez pas n'importe quoi. On va, tout à l'heure, Sébastien Abich l'a dit, on ne va pas faire pousser du café ou planter chocolat laitier en France et en Europe. Non, il faudra continuer à l'importer. De même que dans un certain nombre de pays africains, eh bien, ces pays africains devront importer du riz, du blé, de l'orge, etc. Donc, répondre à la demande croissante est important, ce qui veut dire que nos agriculteurs doivent continuer à être compétitifs, tout en respectant ce qu'on disait tout à l'heure, l'environnement, etc. Au-delà de ça, eh bien, si on regarde plus nos propres marchés, nos marchés intérieurs, et là, effectivement, on sent qu'il y a une sorte de frémissement avec le confinement, mais est-ce que c'est pas plutôt un prolongement de ce qui existait auparavant? Vous savez, cette notion de le monde d'avant, le monde d'après, il faut, je crois, en être méfiant, d'autant plus que, comme nous sommes enregistrés, on pourrait regarder cette vidéo dans un an et rigoler un peu de nos propos d'aujourd'hui. Donc, soyons méfiants, mais essayons quand même d'analyser ce qui se passe. L'agriculture doit évoluer. On parle aujourd'hui beaucoup d'agroécologie, de pratiques de travail du sol un peu différentes, où on prend en compte tout simplement la symbiose ou les bactéries qui sont dans le sol. Voilà des techniques nouvelles que les agriculteurs apprennent finalement à utiliser, et en même temps, tout en utilisant finalement la nature, le côté système de la nature, et bien en même temps, ils vont utiliser la technologie blockchain, peut-être pour tracer leur production. Vous voyez, imaginez, notre groupe, nous détenons la marque Francine, qui est en capacité, qui livre même grosso modo un foyer sur 3 régulièrement. Eh bien, imaginez demain ce paquet de sachets, ou ce sachet de Francine, avec un petit logo, où il a la capacité en fait pour le consommateur lambda de venir finalement faire un flash dessus et de regarder, bah, tiens, qui a produit cette farine, comment est-ce qu'il l'a produite, où est-ce qu'elle a été stockée, etc. Donc, vous voyez, réussir demain, et c'est ça, peut-être encore plus l'après-Covid que l'avant-Covid, être en capacité de répondre à la demande de transparence du consommateur en alliant d'un côté le côté naturel de l'agriculture avec les nouvelles technologies. Donc, dans les nouvelles technologies, qu'est-ce que j'imagine? J'imagine la blockchain, j'imagine tout ce qui est dématérialisation, digitale, etc. J'ai également évoqué l'environnement. Notre groupe coopératif, mais également d'autres en France, eh bien, sont en train également de pousser leurs agriculteurs à s'engager dans une certification qu'on appelle la certification haute valeur environnementale, également appelée HVE. Voilà. L'objectif n'est pas obligatoirement toujours qu'ils fassent plus que ce qu'ils font aujourd'hui, mais juste qu'ils montrent que ce qu'ils font, c'est déjà beaucoup, et que le consommateur puisse être rassuré. Je crois que c'est là où en fait on a aujourd'hui cette dissociation un peu entre le monde de la production d'un côté et le monde de la consommation de l'autre. Il faut être en capacité de prouver, il ne faut pas juste dire ce que l'on fait, il faut le prouver réellement pour que le consommateur soit rassuré et puisse acheter nos produits. Et puis, si je prolonge un peu la réflexion, je me dis, nous qui sommes déjà une structure sociétaire un peu originale, puisque nous n'appartenons pas à un fonds de pension, nous ne pouvons même pas être achetés, parce que nous sommes détenus par ces 11 000 agriculteurs qui fondent la coopérative. Eh bien, est-ce que ça, ce n'est pas également donner plus de sens aux futurs employés, aux futurs collaborateurs qui nous regardent aujourd'hui, justement, venir travailler dans un groupe dans lequel eh bien, on sait que finalement, les employeurs, ce sont les producteurs de blé, d'orge, de pois et de je ne sais quoi d'autre, qui ont décidé de s'organiser et qui ont décidé non seulement de s'organiser, mais qui ont décidé d'innover, comme a pu le dire tout à l'heure votre directeur, d'innover, de s'adapter, d'être entreprenant, tout en étant compétitif. Un petit message au passage pour le futur. Il nous faudra, si nous voulons continuer à capter de la valeur ajoutée en France, et donc avoir des emplois en France, continuer à être également en capacité de transformer sur place
notre production agricole. Pour transformer sur place notre production agricole, eh bien, nous devons avoir des outils compétitifs. Or, aujourd'hui, lorsque nous regardons en fait la rentabilité comparée de nos différentes entités, de nos différentes usines, nous nous rendons compte de quoi? Eh bien, si on prend le critère que vous connaissez tous, le ROCE, eh bien, le ROCE en France est de 50% du ROCE européen ou du ROCE mondial. C'est là une véritable interrogation sur nos outils de production parce que dans le long terme, si on regarde vraiment loin, eh bien, on peut craindre que dans des décisions d'investissement, ces décisions se fassent plutôt à l'étranger qu'en France, ce qui n'est donc pas bon ni pour l'investissement en France et encore moins pour l'emploi. Et puis après, si on essaye encore de se projeter, je crois que le Covid, quand même, quelque part, il a soulevé ces antagonismes, cette dualité en fait de notre société. D'un côté, le consommateur, il est revenu sur ses basiques. Il a voulu acheter la marque de distributeur, des produits simples, etc. Et comme ça a pu être dit tout à l'heure, d'un autre côté, il veut aussi des produits premium. Alors, il veut des bio, il veut des labels. Il veut même que les agriculteurs soient justement rémunérés, donc en touchant un revenu correct. Et donc, vous voyez, cette dualité-là, c'est intéressant. Je crois que quand on est étudiant, quand on essaie de se projeter dans l'avenir, ça fait des questions qu'on doit se poser. Ça ne peut pas être totalement l'un ni l'autre. De même que le Covid également, il a fait ressortir autre chose, c'est le côté humain. On était un peu tous dématérialisés derrière nos téléphones, nos tablettes, etc. Et puis là, d'un seul coup, on a tous retrouvé un peu quand même la cellule familiale, l'envie de faire soi-même, l'unité sociale. Donc la vraie question, c'est demain, est-ce que ça va rester? Est-ce que le commerce va rester un commerce de proximité? Ou est-ce que, à l'inverse, le commerce digital, qu'on a d'ailleurs tous utilisé, j'imagine, pendant le confinement également, est-ce que le commerce digital va prendre le dessus? Est-ce que ce sont les GAFA, est-ce que ce sont les grandes entreprises, soit américaines, soit asiatiques, qui vont prendre le lead demain? Donc c'est une véritable question que nous devons également nous poser, et ces questions se reportent jusqu'à l'alimentaire, puisque, je me répète, c'est bien le consommateur final qui fait la demande. Et puis enfin, mais on l'a un peu évoqué déjà, dans les questions post-confinement, c'est d'un côté la dualité entre le simple, le local, les circuits courts. Tout le monde rêve de circuits courts. D'ailleurs, qu'est-ce qu'est vraiment un circuit court? Est-ce que c'est le canton, le département, la France? Il faudra un jour m'expliquer, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est sympathique d'aller acheter des asperges, des fruits et légumes chez son voisin, mais on ne peut pas tout lui acheter. Et donc ça, c'est important, ce simple et le local. Et en face de ça, eh bien, nous savons très bien que l'ensemble de nos zones de production françaises ne pourront pas faire du local. Quand je me situe, parce que la zone de notre coopérative est relativement large, et nous allons, partons de la Marne, mais nous allons jusque dans la Meuse, la Haute-Marne, etc. Ce sont des régions qui font partie de la fameuse diagonale du vide. Dans ces régions, la production agricole est bien supérieure à la demande. Donc il faut bien exporter déjà au-delà de cette micro-région, au-delà de ce département ou de ce territoire, il faut exporter la production. Et donc, il faut là de l'agilité, et il faut même imaginer d'aller, dans certains cas, à l'international. Donc, vous voyez qu'on a toutes ces dualités qu'on doit tous avoir en tête. L'agriculture, ça ne peut pas être que du simple, du local, de l'humain et du pouvoir d'achat. Non, ça peut être plein d'autres choses. Et c'est ça qui est le côté passionnant, en fait, de l'agroalimentaire dans les années qui viennent. C'est relier tout ce que Jean-François Isambert a pu nous décrire tout à l'heure, cette consommation mondiale qui va continuer à augmenter et qu'il faudra, finalement, à laquelle il faudra répondre, parce que si nous n'y répondons pas, c'est le printemps arabe. Le printemps arabe, ne l'oublions pas, c'est l'augmentation d'un seul coup, d'un seul, des prix des céréales, qui a finalement fait se révolter les gens. Donc nous devons être en capacité, d'un côté, de répondre à la demande croissante mondiale, et puis d'un autre côté, eh bien, on doit aussi être en capacité de répondre à la demande sociétale, d'environnement, de tracé, de bio, etc. Et donc, il y a un champ, en fait, pour l'agroalimentaire dans les années qui viennent qui est extraordinaire, et que, ben voilà, une entreprise comme la nôtre, elle doit embrasser d'un bout à l'autre. Merci Christophe Buren d'avoir aussi conclu sur l'importance de rappeler ce champ de compétences, ce champ de métier qui est extrêmement large, et on pourra y revenir avec Jean-François Fiorina en conclusion. Mais avant ça, peut-être je vais donner la parole à Sébastien Abis pour rebondir à ce qu'avançait
Christophe Buren juste avant et Jean-François Isambert, notamment sur la question de ces échelles de notre souveraineté alimentaire, ces échelles de notre alimentation, puisque on le voit bien avec la crise du Covid-19, hein, les appels à renforcer l'autonomie alimentaire de la France se multiplient. On a vu aussi toutes les vulnérabilités et toutes les forces du système alimentaire français face à la pénurie, mais sur le plus long terme aussi au changement climatique. Finalement, produire et se nourrir, on le voit, sont de nouveau considérés comme des fonctions stratégiques. Et pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, il ne faut pas déléguer notre alimentation à d'autres quand c'est une fonction stratégique très importante. Donc finalement, peut-être Sébastien Habis, on peut conclure sur cette idée de la vigilance autour de l'autonomie et de la souveraineté alimentaire, qui sont des termes qui reviennent beaucoup dans le débat public aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas être inquiet ou plutôt avoir aussi cette lanterne rouge du repli sur soi? Oui, je pense que c'est une question importante parce qu'en géopolitique, la souveraineté, c'est la capacité de maîtriser les fonctions essentielles au quotidien et de pouvoir les organiser de manière les plus indépendantes possible. La souveraineté n'a jamais été l'enfermement, la souveraineté n'a jamais été le refus de la mondialisation, la souveraineté n'a jamais été l'individualisme, au contraire. Et donc, moi, je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, on insiste sur l'importance de l'agriculture comme secteur stratégique en France, son reclassement dans les priorités de développement, dans les priorités d'investissement. Ça fait longtemps que beaucoup plaident en France pour que le secteur primaire soit considéré à sa juste valeur géopolitique. C'est important d'avoir une agriculture forte en France. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment parler de souveraineté alimentaire solidaire en ayant une approche combinatoire et finalement une espèce de pyramide à plusieurs étages. D'abord, la première des souverainetés alimentaires solidaires, la première des solidarités, c'est vers ceux qui sont les plus démunis et les plus fragiles. Je l'ai dit, la souveraineté démarre à domicile, la souveraineté démarre dans la vie de chacun. Il y a aujourd'hui 8 millions de Français qui, compte tenu de la crise du Covid, qui a amplifié les difficultés de revenus économiques pour un certain nombre de personnes, nous avons 8 millions de Français qui ont besoin d'aide alimentaire aujourd'hui. 8 millions de Français. Nous avons un jeune sur 5 de moins de 18 ans en France qui fait sa sécurité alimentaire principalement lors des repas en cantine scolaire. 4 à 5 repas par semaine qui vont lui apporter sa quantité suffisante, sa qualité alimentaire et sa diversité également nutritionnelle. Donc, la première des souverainetés alimentaires solidaires demain à créer, à renforcer, c'est la capacité d'avoir pour tous une alimentation en quantité et en qualité à la hauteur des besoins. La deuxième chose, c'est que la souveraineté alimentaire solidaire en France, c'est bien sûr la capacité sur tous les territoires français d'avoir une activité agricole. Et d'ailleurs, tous les territoires ne produisent pas la même chose, et c'est précisément le vivre ensemble républicain et l'état d'esprit français qui fait que nous avons eu des spécialisations territoriales et nous avons eu en France la chance de développer une agriculture plurielle où on produit à peu près de tout parce que les régions françaises s'intègrent dans un ensemble qui s'appelle la France. Et cette souveraineté alimentaire solidaire, c'est d'abord valoriser les agricultures de France, consommer français quand on peut consommer français, relocaliser certaines productions agricoles quand c'est possible, sachant que tout n'est pas possible, mais pour beaucoup de secteurs, c'est possible. En fruits et légumes, c'est possible. En volaille, on pourrait énormément relocaliser certains types de production. Il y aurait d'autres exemples. Mais ça veut dire aussi d'avoir une éducation sur l'agriculture et l'alimentation auprès de l'opinion publique pour faire en sorte que le consommateur soit cohérent. S'il veut manger local et manger français, ça peut vouloir signifier que le coût du produit soit un peu plus élevé parce que la qualité va être meilleure que dans d'autres régions du monde et que ce super produit français doit être rémunéré à sa juste valeur parce qu'encore une fois, il y a des agriculteurs qui ont travaillé et ce travail se fait dans des conditions de performance en France qui sont tout à fait remarquables. Ça a été longuement évoqué précédemment. Mais je crois que cette souveraineté alimentaire solidaire, à l'échelle de la France, c'est aussi penser la diversité de cette offre alimentaire que la France met sur la table aujourd'hui. Cette diversité, je l'ai dit, c'est les complémentarités entre toutes les régions françaises. N'oublions pas non plus nos dom-toms qui
augmente la diversification de l'offre alimentaire française. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais oublier non plus les produits de la mer. Nous sommes la 2e puissance maritime mondiale. Nous sommes une grande puissance agricole, mais nous ne sommes pas très bons, voire insignifiants sur la planète halieutique. 0,4% de la production mondiale de pêche et d'aquaculture se fait aujourd'hui en France, c'est insignifiant. Nous pourrions développer beaucoup plus demain l'aquaculture et les activités de pêche, sachant que nous avons 3 façades maritimes. Et demain, il faut pouvoir penser combinaison et solidarité entre le monde vert, rural et agricole et le monde bleu, littoral et halieutique et aquacole pour faire en sorte que les produits de la terre et de la mer ne font qu'un tout pour la sécurité alimentaire des uns et des autres. Mais évidemment, cette souveraineté alimentaire solidaire, ce n'est pas juste ce qui se passe en France et dans ses territoires, c'est l'Europe. La France est une puissance à l'échelle du monde que si elle s'inscrit dans un contexte européen. Et donc, la crise montre bien demain que le multilatéralisme européen sera nécessaire, qu'il va falloir continuer à avoir une politique agricole commune, une politique commune de la pêche, d'avoir des agriculteurs et des agricultures extrêmement mobilisées dans le pacte vert européen et tous les défis environnementaux qui sont exposés dans la nouvelle commission. Mais puisque cette commission qui vient de s'installer a mis en exergue 2 objectifs, le pacte vert d'un côté et le fait que cette commission serait géopolitique. On a remis le mot géopolitique au cœur de la vision que la Commission européenne veut s'assigner. Si on veut travailler d'un point de vue géopolitique, il faut que l'Europe agricole continue à travailler de manière communautarisée. Il ne faut pas détricoter la politique agricole commune, il faut au contraire l'optimiser, la renforcer et peut-être imaginer demain qu'il y ait aussi une politique agricole commune extérieure, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement, puisque les pays européens, quand ils agissent à l'international, ils ont un peu tendance sur les questions agricoles et alimentaires à agir de manière individuelle et dispersée. Donc c'est aussi ça la souveraineté alimentaire solidaire de la France, c'est de s'inscrire dans un contexte européen. Et évidemment, quand la France à l'international agit sur les questions agricoles et alimentaires, avoir en tête l'équipe de France. On n'est pas en train d'imaginer qu'il y a juste des produits qui devraient se balader sur la planète et toucher des clients, c'est très important, mais il y a des entreprises, il y a les agences publiques, il y a tout le travail des opérateurs de l'État, il y a le rôle des écoles et de leurs partenariats internationaux, il y a le partage scientifique, il y a le partage d'expériences. Et cette souveraineté alimentaire solidaire, c'est de jamais oublier les enjeux mondiaux sur le développement agricole et la sécurité alimentaire. La France a un rôle à jouer parce que précisément, par rapport à d'autres secteurs d'activité, notre pays reste géopolitiquement bien doté pour être influent dans ce domaine. Et je rappelle que l'alimentation et l'agriculture, en géopolitique, servent à faire la paix et pas la guerre. On a tendance, à tort, je crois, à parler d'armes alimentaires. Au contraire, il ne faut jamais oublier que quand on parle d'agriculture et d'alimentation, on parle de solutions et de solidarité. Merci beaucoup Sébastien d'avoir rappelé ces différents éléments et d'avoir aussi mis en lumière finalement comment cette crise nous invite à repenser les termes de notre souveraineté alimentaire et agricole et pas uniquement pharmaceutique ou médicale, d'avoir rappelé aussi l'enjeu stratégique qu'il y a derrière l'alimentation et l'agriculture comme facteur de paix. Alors pour finir, je me retourne vers Jean-François Fiorina, peut-être pour que vous puissiez, pour finir et pour conclure, nous dire un petit peu en quoi les différents éléments qui ont été apportés à la discussion par Jean-François Exambert et Christophe Buren et aussi Sébastien Abis, finalement en quoi le Covid et la réponse apportée au moins dans le secteur agricole et alimentaire modifie les comportements des décideurs et qu'est-ce qu'on va finalement demander demain, voire après-demain, aux managers et donc aux étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Alors déjà, un immense bravo et merci à ces 3 brillants intervenants parce que en 1 heure de temps, vous avez réussi l'exploit d'aborder toutes les problématiques d'entreprise. Quasiment, c'est un livre de management à vous tout seul avec de nombreuses illustrations. Alors, j'ai essayé de les recenser, il en manque certainement, mais vous avez parlé d'agilité, de flexibilité, de réactivité, d'adaptabilité, de l'innovation, de l'internationalisation, du local, le global et le local, des alliances, de la coopération, de la corruption, de la géopolitique qui est revenue régulièrement et qui me fait bien évidemment très plaisir, des circuits courts, des circuits longs, de la relocalisation, de la stratégie, de la gestion de la complexité, des marchés.
des défis climatiques, énergétiques, environnementaux. Je me faisais à ce moment-là la réflexion qu'il manquait le digital, mais Christophe Buren l'a évoqué avec le blockchain, le e-commerce, les réflexions par rapport au GAFAM, ou petite parenthèse également, il y a un grand sujet de réflexion dans l'éducation parce que ce seront nos futurs concurrents, la question de la souveraineté, et puis pour terminer, les deux nouvelles problématiques que l'on rencontre, la notion de sécurité et la notion donc de santé. Alors, quelles conséquences pour nous dans la formation des managers et dans ce qu'attendent les entreprises dans les années à venir? Moi, je crois que vous l'avez montré à votre manière, parce que j'ai été frappé par votre capacité à prendre du recul et à vous projeter. Et donc, finalement, je crois que dans la formation des managers, ce que nous devons apprendre à nos étudiants dans les années à venir, c'est bien évidemment d'avoir des domaines de compétences en termes de secteur d'activité, bien évidemment d'avoir une spécialisation, mais tout en étant capable de le placer dans un contexte d'entreprise. Et puis, c'est développer peut-être de nouvelles formes de leadership. Et là, encore une fois, tous les trois, vous l'avez été à votre manière sur différents éléments de capacité, cette capacité à comprendre le monde. Je pense que c'est particulièrement important. C'est pas facile à expliquer à nos étudiants, mais même si vous êtes dans un même secteur d'activité, vous avez tous des orientations différentes et vous avez été capable de dire, voilà en quoi la géopolitique et en quoi le monde a un impact, et je suis capable de me projeter. Et donc, il faut qu'on apprenne ça à nos étudiants. Une capacité à avoir l'info et la rendre accessible. Là, encore une fois, je vous félicite au départ en disant, oui, c'était un très bon cours de stratégie d'entreprise. On avait tout, avec à la fois les problématiques et des illustrations. Et je pense que la présentation que vous avez faite peut être des présentations qui sont faites dans le cadre de COMEX, de CODIR, de réunions de collaborateurs, et en disant, oui, chacun a l'info, la comprend et elle est accessible et elle se justifie. Autre capacité, la capacité à se questionner régulièrement, rien n'est acquis, ça me paraît important. La capacité à gérer la complexité, là aussi, comment être capable d'intégrer du climat dans du digital tout en ayant une réflexion géopolitique et en le plaçant dans une logique financière. Ce sont des éléments aussi auxquels nous devons nous préparer. Et c'est vrai que l'enseignement dans le monde entier est plutôt un enseignement de matière par discipline. La transversalité, l'hybridation des savoirs ne sont pas forcément évidents. Il faudra qu'on continue à travailler ensemble. Et puis, le dernier élément, et là, la crise du Covid l'a montré au niveau des politiques, c'est à partir d'infos, la capacité à prendre des décisions et à les expliquer pour que ça soit accessible à tout le monde. Un grand merci pour ces brillants exposés. J'espère que nous pourrons continuer donc ces échanges. Et puis, puisque c'est une vidéo qui va être diffusée auprès des étudiants de GEM, j'espère que pour les étudiants de GEM, ça vous a donné envie de rejoindre donc ces entreprises. Vous avez vu que les défis sont importants. Il y a un grand nombre de problématiques et que ça va là bien au-delà des idées reçues que l'on peut avoir. Merci à vous tous. Bonne continuation. Bon déconfinement. Je dis en ce moment qu'en fait le plus dur commence, parce que ça va être très très compliqué dans tout ce qui va se passer, mais je crois qu'il faut avoir la foi. On va s'en sortir et ça doit être le point de départ de très belles transformations. À très bientôt.